Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand nous propose dès ce soir un nouveau numéro de L'ombre d'un doute. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. En effet, après Louis XVII et l'énigme du Temple, c'est une enquête sur la vie des célébrités sous l'occupation que je vous propose ce soir sur France 3 à 20h40. Alors, nous suivrons Gabin, Piaf, Arletty ou Joséphine Baker dans les ambiguïtés de ces années 1940. Il y a 60 ans commençait la guerre d'Algérie. Le Figaro Histoire consacre son numéro de décembre-janvier à ce qu'il appelle la guerre sans nom. Franck, vous avez étudié ce numéro avec une attention particulière. Oui, avec un grand intérêt, je le disais à Wendy il y a un instant. Parmi nos auditeurs, il en est beaucoup, je le sais, dont la vie a été marquée et parfois heurtée par cette guerre d'Algérie, que la France de l'époque se refusait d'ailleurs à appeler une guerre. Avec Michel de Gégère et avec le professeur Olivier Dard, nous allons revenir sur ce conflit tellement important et pour commencer, sur la suggestion de Janie, je vais vous raconter ce qu'on a appelé la Toussaint rouge. Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Bertrand sur l'origine de l'expression langue de bois. Sans langue de bois, vous me connaissez évidemment. Pour le moment, retour 60 ans en arrière, aux prémices de ce qui deviendra la guerre d'Algérie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Parmi les conflits dans lesquels la France a été engagée au XXe siècle, la guerre d'Algérie est peut-être celui dont les plaies ont été les plus longues à cicatriser, écrit Michel de Gégère dans sa belle introduction à ce numéro du Figaro Histoire. La guerre d'Algérie échappe à toute transfiguration littéraire, ajoute-t-il, à toute idéalisation sentimentale. 60 ans après son déclenchement, l'amertume qui marque son souvenir n'a rien perdu de son âpreté. Elle est le lieu du sous-entendu, du non-dit, de l'esquive, comme s'il y avait un ou plusieurs cadavres dans le placard. Et il ajoute dans cet éditorial, elle avait commencé par un meurtre abject, celui d'un instituteur de 23 ans, arrivé dans la région un mois plus tôt pour participer à l'œuvre d'alphabétisation. C'était le 1er novembre 1954, il y a tout juste 60 ans. Eh bien, c'est par ce meurtre inaugural que je voudrais commencer. Imaginez-vous dans un vieil autocar vert de marque Citroën, le moteur vrombit, chauffe, s'essouffle par moments. Il faut vous dire que le car a toutes les peines à gravir la route de montagne qui fait d'interminables lacets dans le massif de l'Aurès. On est là dans l'est de l'Algérie, pas très loin de la frontière tunisienne, sur la route de Biskra à Arris dans la capitale administrative de cette région. À bord de ce car littéralement grillé par le soleil, parmi tout un groupe d'autochtones, se trouve un couple de jeunes mariés venus de métropole, les Monroe, Guy et Janine, des gamins en vérité, lui a 23 ans, elle 21 seulement. Ils sont tous deux instituteurs, originaires de Limoges. Janine a le nez à la vitre pour admirer le somptueux paysage des gorges de Tiganimine qui défilent sous ses yeux. Et avec son mari, il faut vous dire qu'ils ne se sont mariés que 2 mois plus tôt, Janine est toute heureuse de participer à la campagne d'alphabétisation des jeunes berbères des Aurès. Mais aujourd'hui, puisque c'est le 1er novembre, ils ont profité du congé de la Toussaint pour aller déjeuner chez un collègue qui lui enseigne donc à Arris. Guy converse avec son voisin, un notable arabe en burnou blanc et bottes rouges, c'est le caïd de Mchounesh, il s'appelle Hadj Sadok, il est capitaine honoraire de l'armée française, c'est très important qu'il le soit parce que c'est ce qui va sans doute justifier l'opération dont nous allons parler à l'instant. Lui se rend à Arris pour montrer à l'administrateur français un tract nationaliste qu'il a reçu et qui émane d'un mystérieux Front de la Libération Nationale, le FLN. À l'époque, ces 3 lettres ne disent encore quasiment rien à personne. Il faut imaginer l'animation qui règne dans ce car étouffant où sont montés des chaouïas partis vendre leurs volailles ainsi que des fruits et des légumes puisqu'il y a un grand marché à destination. Soudain, au détour d'un virage, le chauffeur du car se met à piler, les freins grincent, tous les passagers sont déstabilisés, les gens sont basculés en avant. Vous savez, le car s'arrête devant un petit barrage de pierres sèches en travers de la route. On imagine le vacarme des voyageurs outrés d'avoir été secoués.
Déjà, la porte a été ouverte. Un homme en treillis vert, visage voilé et monté, non seulement il est armé, mais il braque son arme sur les occupants de l'autocar. « Silence !» crie-t-il, « personne ne bouge, armée de libération nationale !» Janine, on peut l'imaginer, est terrifiée. Par sa vitre, elle aperçoit une dizaine d'individus qui maintenant surgissent de gros rochers en bordure de la route, des rochers derrière lesquels il s'était jusque-là tenu caché. Celui qui se trouve à bord du car, le chef, s'approche maintenant du caïd et il le somme de descendre et le couple Monroe également descend. L'Arabe se lève avec beaucoup de sang-froid, les deux jeunes instituteurs le suivent, imaginez qu'ils ont la gorge sèche, le cœur battant à tout rompre. Tous les quatre se retrouvent sur la route écrasés de soleil. Où sont les autres hommes armés? Et le chef du commando s'adresse d'abord au caïd. « Tu as reçu notre proclamation, dit-il, dans quel camp te ranges-tu » ? « Je ne discute pas avec des bandits, répond Hadj Sadok. Vous voudriez me faire croire que toute l'Algérie est en rébellion ? Et voyant que les autres insurgés menacent les deux Français de France, il dit « Vous n'avez pas honte ? Ce sont des enfants, des instituteurs, ils viennent juste d'arriver en Algérie pour nous aider. » Ça, c'est peut-être la phrase qu'il ne fallait pas prononcer. Est-ce que Hadj Sadok a fait à ce moment-là le mouvement de se saisir de l'arme qu'il avait sur lui dans son baudrier ? Toujours est-il qu'une rafale de mitraillettes se met à résonner assourdissante dans ce coin de montagne. Le caïd s'écroule. Les deux jeunes mariés horrifiés sont touchés eux aussi par des balles, Guy à la poitrine et Janine à la hanche. Le chef du commando ordonne que le corps du caïd soit hissé dans l'autocar. Je dis le corps, mais à la vérité, à ce moment-là, le malheureux n'est pas encore mort. Le chauffeur du car, dont on apprendra plus tard qu'il était complice des auteurs de l'embuscade, remet le moteur en marche. L'autocar va poursuivre sa route, laissant les deux jeunes Français grièvement blessés sur le bas-côté. 1 heure plus tard, arrivé à destination, évidemment, vous imaginez le bruit que ça peut faire. Le fameux ethnologue Jean Servier, il n'a que 36 ans à l'époque, va être mis au courant de ce qui s'est passé. Il va faire partie de ceux qui, les premiers, accourent sur les lieux de l'attentat pour constater que Guy Monroe, hélas, est déjà mort, mais pas Janine qui pourra être sauvée. Il y a quelques années, dans un film de Malek Ben Smaïl, l'auteur de la fusillade, qui s'appelle Lambarek Djalhouri, a expliqué que, selon lui, en vérité, le couple d'instituteurs n'aurait pas été visé, que ce n'était qu'une victime collatérale et que les 32 balles de mitrailleuse avaient été tirées pour empêcher le caïd de faire usage de sa propre arme et qu'il n'avait jamais été question de tuer des civils, a fortiori des instituteurs. L'instituteur, on ne l'a ni interpellé ni agressé, affirme le tueur dans cette vidéo que je voyais encore ce matin. Quant à sa femme, Janine Monroe, c'est elle qui, quoique blessée par erreur, aurait tenu à rester sur la route aux côtés de son mari mourant, dit ce témoin, qui est en même temps l'acteur du drame. Donc c'est très difficile de savoir si on peut lui faire confiance. Quoi qu'il en ait été au juste, les 2 morts de l'embuscade des gorges de Tiganimine auront compté parmi les toutes premières victimes de ce qu'on va appeler un jour, assez bientôt maintenant, la guerre d'Algérie. Alexandre Desplat sur Europe 1 avec un extrait de la bande originale du film L'ennemi intime. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou #ACDH ou bien sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au début de la guerre d'Algérie. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, aux prémices de la guerre d'Algérie. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que dès avant cette embuscade que je viens de vous raconter, dès la nuit du 31 octobre au 1er novembre, il y a eu des violences. Le 2 novembre 1954, le journal d'Alger titre « Des terroristes ont opéré en divers points du territoire algérien ». En vérité, il y a eu une trentaine d'attentats qui ont fait 7 morts et plusieurs dizaines de blessés. 6 leaders nationalistes se sont ligués et ont orchestré, concerté, préparé toutes sortes d'attaques en même temps sur l'ensemble du territoire avec pour objectif
l'objectif de lancer une rébellion générale sur ce territoire français. Ils ne peuvent pas encore savoir qu'on est là donc au tout début de ce qui va devenir 8 ans de guerre qui arriveront 8 ans plus tard qui déboucheront sur les accords d'Évian, donc en 1962 et sur l'indépendance de l'Algérie. Par tout le territoire algérien, d'ouest en est, on constate ainsi des attaques, des embuscades, à Mostaganem près d'Oran, à Boufarik, à Alger, dans toute la Kabylie, dans le massif de l'Aurès, on vient de le voir, dans le nord constantinois. Est-ce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, l'Algérie est un territoire français, bien entendu. Rappelez-vous la conquête de 1830, dont nous avons eu l'occasion de parler ici. L'Algérie constitue des départements français depuis 1849, avec Oran, Alger et Constantine, auxquels se sont ajoutés les territoires du sud. On a constitué, pas très longtemps avant les événements dont je vous parle, c'était en juillet de cette année 54, un CRUA qui s'appelle, ce qui veut dire Comité révolutionnaire d'unité et d'action. On était là comme par hasard, et vous allez voir à quel point tout est lié bien entendu, 10 jours avant la signature de l'armistice en Indochine par le gouvernement de Pierre Mendès France. Faut pas oublier qu'on est en train de négocier simultanément aussi les accords pour l'indépendance des protectorats du Maroc et de la Tunisie. Donc tout ça s'inscrit évidemment dans un mouvement. Le 10 octobre, ce comité a été remplacé par le fameux Front de Libération Nationale, donc le FLN, qui se double de cette organisation militaire à laquelle faisait allusion le chef du commando tout à l'heure, la LN. Leur objectif, c'est d'assurer les liens entre les combattants et la population. On expédia aux autorités françaises et à la presse une déclaration politique indiquant les buts de l'insurrection qui ne pouvaient que déboucher sur l'indépendance. C'est écrit noir sur blanc déjà dans cette première déclaration. Et pourtant, force est de constater qu'en France, j'allais dire ça passe inaperçu, c'est peut-être un peu sévère, on va voir ça avec mes invités dans un instant, mais en tout cas, ça n'a pas tellement d'écho, disons. Le FLN choisit donc la date du 1er novembre pour agir. Le 1er novembre, c'est symbolique, c'est la fête de tous les saints pour les catholiques. En plus, c'est un jour férié. Les consignes ont été fermes. Les insurgés doivent s'attaquer aux colonialistes et non pas aux Français. On verra quelle distinction on peut établir. Ils doivent attaquer, mais se replier dès qu'une résistance se manifeste. Il faut dire que ce sont pour l'instant de petits groupes. Ils doivent éviter à tout prix de tuer des civils. Comme vous avez pu le constater, c'est réussi. Et l'ordre leur est donné de respecter les personnes. En tout cas, ça fait partie des 4 ordres qui ont été donnés. Le FLN a découpé l'Algérie, si je puis dire, en 5 zones, et à la tête de chacune, il y a un chef de commando. Alors dans la zone 1, dans l'Aurès, c'est Mostefa Ben Boulaïd qui dirige les montagnards Chaouia. La Toussaint Rouge va connaître son paroxysme, on peut dire, dans cette zone. Il y a une première intervention à Biskra, aux portes du désert. Le sous-préfet de l'Aurès en profite pour immédiatement donner l'alerte. Il y a une attaque ratée contre la gendarmerie de Batna. Le commando de Biskra a fait échouer la mission de Batna. Le chef rebelle a décidé de se replier, peut-être pour obéir du reste aux injonctions qu'il avait reçues. 2 militaires ont été tués. À Kenchela, attaque du commissariat central. Je ne vais pas prendre tous les éléments, mais c'est dans cette zone 1 qu'a lieu évidemment la bavure, si je puis dire, enfin ce qui s'est passé donc dans les gorges de Tiganimine, cette attaque terrible qui va faire donc 2 victimes, de morts en tout cas. Dans la zone 2, le Constantinois, c'est Mourad Didouche qui dirige, avec assez peu d'intervention. Il y a une caserne de gendarmerie qui est attaquée sans vraiment de dommages. On peut dire que c'est un échec là pour les insurgés. La zone 3, c'est la Kabylie, dirigée par Belkacem Kaïm, avec des dépôts de liège et de tabac qui sont incendiés. Là, on fait beaucoup de dégâts matériels, des coups de feu tirés contre une caserne de gendarmerie, etc. Il y aura une victime, semble-t-il là encore involontaire, un gardien de nuit qui est tué à Dra El Mizan. Et puis dans la zone 4, la région d'Alger avec à sa tête Rabah Bida, là c'est la caserne de Boufarik qui est visée. Les hommes ont fait exploser leurs engins avant leur prévu, ce qui a créé un mouvement de panique et donné l'alerte au poste de garde. L'attaque sera quand même lancée. 4 mitraillettes sont volées aux soldats, mais il est impossible de s'emparer du dépôt d'armes pour les insurgés. C'est de nouveau un échec. Ça va quand même faire 3 morts, plusieurs blessés, etc. À Alger même, l'objectif du commando est l'hôtel particulier de Radio Alger. Et ça, on va y venir dans un instant. Il y aura un autre incendie provoqué dans Alger, sur les quais du port. Le commando devait faire sauter en fait une cuve des pétroles Maury, vous savez.
Bref, fiasco, disons-le. Et en zone 5, en Oranie, avec Larry Ben Midi, assez peu de dégâts également. Il y a eu encore une victime collatérale, si l'on peut dire, à Mostaganem. Et en zone 6, on n'est pas dans une zone d'attentat, mais plutôt de diffusion d'informations. Ça, c'est très intéressant et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans cette Toussaint rouge. Vous voyez que, en fait, cette action s'est révélée, s'est soldée par un véritable fiasco sur un plan matériel et militaire. La plupart des objectifs ont été ratés. L'incurie des insurgés a été totale. Il ne faut pas oublier les moyens artisanaux dont ils disposent, sous équipement total, etc. Mais, et c'est ce qui va nous intéresser, nous, sur un plan politique, alors je crois qu'on peut parler évidemment d'une réussite. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour au tout début de la guerre d'Algérie avec vous, Franck Ferrand. Parmi les arguments qui ont pu motiver les insurgés au moment de cette Toussaint rouge de 1954, il y avait la préparation d'une session des Nations Unies. Je ne l'ai pas dit, mais il faut dire que tous ces attentats ont eu lieu comme par hasard juste avant l'ouverture de la dite session. Tout ça s'est fait sans que les principaux responsables politiques qui réclament un processus d'évolution du pays ne soient tenus au courant. Quand je dis les principaux, c'est Messali Hadj d'un côté, révolutionnaire, qui avait créé, vous savez, le premier mouvement nationaliste, l'Étoile nord-africaine, l'ENA, en 1926, ce mouvement avait été dissous dans les années 30. Il avait recréé l'Union nationale des musulmans nord-africains, avec un programme qui, à l'époque, apparaît comme très révolutionnaire, dit Yves Courrière, alors que la plupart des leaders politiques algériens, et parmi eux Ferhat Abbas, ne souhaitaient rien d'autre que de devenir français à part entière. Lui prend position contre le rattachement de l'Algérie à la France, etc. Il n'a même pas été de près ou de loin consulté par les insurgés. On peut dire que en cela, Messali Hadj aura été vraiment pris de court. Et même chose avec Ferhat Abbas. Alors là, peut-être plus encore. Lui non plus n'est pas au courant des attaques. Yves Courrière nous dit c'est un Algérien musulman de culture et de mode de vie français et dont la première ambition était de s'assimiler entièrement à la France, de faire carrière grâce à elle dans une politique algérienne intégrée étroitement à la politique métropolitaine. Vous savez, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du mouvement de Ferhat Abbas, mais sachez que notamment le 10 février 1943, il avait rédigé le manifeste du peuple algérien qui réclamait l'abolition de la colonie d'exploitation, que l'Algérie soit dotée d'une constitution garantissant l'égalité et les libertés publiques essentielles, la participation effective des musulmans d'Algérie au gouvernement issu du peuple. Ferhat Abbas avait d'ailleurs rencontré en août précédent, en août 1954, le président du Conseil, Pierre Mendès France. Les Français, le gouvernement français va tout de suite se tourner vers l'Égypte à la suite de ces événements, parce que il faut dire que l'attentat a quand même été annoncé le matin même au Caire. Je parlais d'une zone 6 tout à l'heure, on y est là. Et quand je dis annoncé, toute cette série d'attentats a été annoncée avec beaucoup de précision. Le gouvernement français avait tout intérêt, du reste, à défendre cette thèse d'une agression venant de l'extérieur. Vous imaginez bien que c'était moins gênant qu'un soulèvement endogène, d'une certaine manière. L'impact de ces attentats sur la population a été d'emblée immense. Et les politiques de tous bords se sont inquiétés, bien sûr, de cette explosion de violence, d'une violence qu'on peut dire aveugle, vous l'aurez compris. En France, en métropole, l'opinion a été en revanche nettement moins émue. On n'a pas pris du tout la mesure de l'événement, ni de ses répercussions, bien entendu. Voilà ce qu'on peut lire dans la presse de l'époque. On annonce que le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, a dépêché sur place 3 compagnies de CRS, tandis que le maire d'Alger, Jacques Chevalier, secrétaire d'État à la défense du gouvernement Mendès France, demande le renfort de 3 bataillons parachutistes de la 25e division. Tout ça a l'air d'être une sorte d'opération de police de plus, d'une certaine manière. Et voilà ce que déclare Mendès France à l'époque. Les départements d'Algérie font partie de la République. Ils sont français depuis longtemps. Leur population jouit de la citoyenneté française et est représentée au Parlement, a donné assez de preuves de son attachement à la France pour que la France ne la laisse pas mettre en cause son unité. Jamais la France, jamais aucun Parlement. En politique comme ailleurs, il ne faut jamais dire jamais. C'est comme ça.
Jamais aucun parlement, jamais aucun gouvernement ne cédera sur ce principe fondamental. Quant au ministre de l'Intérieur, qui à l'époque où était ministre de la Justice avait déjà déclaré l'Algérie c'est la France, François Mitterrand, il déclare « Il n'y a des Flandres au Congo qu'une seule nation, un seul parlement ». Oui, eh bien évidemment, on sait ce qu'il en sera. Bonjour messieurs, avec vous dans un instant, nous allons revenir sur ces événements bien entendu qui ont 60 ans, mais nous irons bien sûr beaucoup plus avant dans cette guerre amère, dans cette guerre âpre en Algérie. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. C'est la guerre d'Algérie qui est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités, Michel de Gégère, directeur de la rédaction du Figaro Histoire, et Olivier Dard, professeur d'histoire contemporaine à Paris-Sorbonne, auteur notamment de Voyage au cœur de l'OAS aux éditions Tempus. Vous avez, Michel de Gégère, intitulé ce grand dossier du Figaro Histoire « La guerre sans nom ». Et c'est vrai que, au moins dans un premier temps, il n'est même pas question de guerre. D'ailleurs, on parle simplement d'opération de maintien de l'ordre. Oui, parce que ça se passe à l'intérieur du territoire national. Donc dire que c'est une guerre, ça serait reconnaître qu'on est dans un état de guerre civile, ce qui pour un gouvernement est toujours difficile. Bien entendu, oui. En plus, comme vous l'avez bien souligné dans votre récit, les événements de la Toussaint 54 provoquent une grande émotion, mais enfin, au regard de l'histoire, ces 30 attentats et 7 morts, on n'a pas le sentiment du déclenchement de la guerre. Avec le recul, nous savons que c'est le début de la guerre d'Algérie, mais pour ceux qui étaient contemporains de cet événement, c'était bien entendu impossible à comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle de la téléologie en histoire. C'est-à-dire que pour nous, c'est une évidence, mais pour les personnes qui vivent l'événement, évidemment, ils n'ont aucune forme de visibilité. Ils ne peuvent pas en tirer toutes les conclusions. Le gouvernement lui-même manque, semble-t-il, d'une certaine perspicacité. Et pourtant, c'est Pierre Mendès France, réputé pour son pragmatisme, qui tient les rênes à l'époque. Oui, ce qui est paradoxal et finalement avec le recul très intéressant, c'est que, comme vous l'avez dit, on est dans le contexte de la défaite française en Indochine. Dien Bien Phu, c'est l'avril de la même année. Les accords de Genève, c'est le 21 juillet, donc c'est tout proche. Le moment où la France se désengage de l'Indochine. C'est le moment aussi où Pierre Mendès France lui-même accélère le processus de désengagement en Tunisie et au Maroc, en donnant une certaine autonomie à la Tunisie, en élargissant des prisonniers politiques au Maroc. Tout un mouvement qui va dans le même sens. En fait, l'Indochine, le Maroc, la Tunisie, tout ça semble... Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que alors que, vu de Sirius, c'est-à-dire vu par nous avec le recul, on a l'impression que ce mouvement va inévitablement emporter l'Algérie, la réaction des autorités françaises est de dire que non. L'Algérie, ça n'a rien à voir. Et le discours de Pierre Mendès France est d'abord consacré à cela, à dire confondre l'Algérie avec ce qui se passe en Tunisie ou au Maroc, c'est faire une erreur, parce que l'Algérie c'est la France, parce que nous y sommes depuis longtemps, parce que nous y sommes pour toujours. Alors ce sont des hommes départements français. Ce sont des hommes de gauche, des hommes qui sont au fond, dans le cas de Mendès France, acquis à une certaine décolonisation, mais pas pour l'Algérie. L'Algérie, c'est autre chose. L'Algérie, ce sont des départements français, ce sont des départements qui sont français depuis 130 ans, ce sont des départements qui ont joué un rôle, ce sont des populations qui ont joué un rôle très important dans la libération de la France avec l'armée d'Afrique, les Européens et les musulmans. Il y a 80 000 anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale qui parmi les musulmans vivant en Algérie. Donc l'idée même d'une indépendance de l'Algérie en 1954 paraît impensable à ces hommes de gauche. Et si j'ai cité tout à l'heure Messaliadj et Ferhat Abbas, c'est parce qu'évidemment, du point de vue du gouvernement, le fait que des discussions soient engagées avec ses responsables et avec d'autres d'ailleurs, donnait peut-être encore moins d'importance à ces mouvements insurrectionnels spontanés extérieurs. Qui sont-ils, ces gens du FLN et de l'ALN qui font leur apparition comme ça sur la scène de l'histoire, Olivier Dard ? Ils ne sont pas, ils sont évidemment des inconnus à ce moment-là à l'échelle de la grande histoire, mais en même temps, vous parliez de Messaliadj, pour toute une part d'entre eux, ils sont des dissidents du messalisme. Ils sont des dissidents du messalisme puisque les centralistes dont vous avez parlé se sont coupés de l'héritage messaliste pour justement créer ce qui va devenir le Front de Libération Nationale. Et à cet égard, je crois que vous avez bien fait l'un et l'autre d'insister sur l'exceptionnalité algérienne mise en avant par le personnel politique français, mais je crois que si on fait un petit rappel historique, il peut s'avérer utile en repensant notamment
côté algérien cette fois-ci, à l'année 1945, aux émeutes de Sétif et de Guelma, qui ont été des émeutes violentes, brutalement réprimées également, où nous ne sommes jamais que 9 ans plus tard. Et à cet égard, ce qui se passe le 1er novembre 1954 est en apparence sans commune mesure avec ce qui s'est produit à Sétif ou à Guelma quelques années plus tôt. Et j'ajouterais que ces événements de novembre 1954 sont au fond assimilés en plus on est dans les Aurès, ce n'est pas indifférent, sont assimilés à d'anciennes révoltes qui avaient pu marquer au fond l'histoire. On citer bien d'autres beaucoup plus tôt. Hein. Voilà. Et je crois que effectivement le personnel politique ne mesure absolument pas la gravité de ce qui est en train de se jouer, c'est vrai, mais il est, d'un certain point de vue, dominé par une culture du précédent qui ne lui fait pas voir la nouveauté de ce qui est en jeu à ce moment-là, autour de novembre 1954. Quelles ont été les réactions de la population sur place, en dehors de l'armée, bien entendu ? La population sur place en Algérie ne prend pas non plus immédiatement la mesure, évidemment. On s'inquiète quand même un peu. Bien sûr qu'on s'inquiète. Bien sûr qu'on s'inquiète. Mais en même temps, il apparaît que encore une fois, vous parliez de téléologie, et je crois que c'est très important. Il ne faut pas reconstituer les choses avec uniquement la prise en compte de ce qui advient, mais bien comprendre ce qui est en contextualisant. La population évidemment s'inquiète. Elle pense, cela étant, que les premières mesures qui sont prises vont être suffisantes, et c'est à partir du début de 1955, lorsqu'il s'avère que la situation est plus grave qu'on ne le pensait, et que, par la suite, le FLN, après avoir entamé effectivement ses premiers attentats dans les zones rurales, va s'attaquer aux villes, que là, la situation va profondément évoluer. N'oublions pas que la population pied-noir d'Algérie, en particulier, est à ce moment-là essentiellement une population citadine. C'est très important. Bien sûr, c'est très important. Concentré dans Alger et Constantine, en fait. Beaune également, mais essentiellement citadine. Beaune qui est un port important. Alors, évidemment, cette guerre, elle va peu à peu prendre de l'importance. À partir de quel moment est-ce qu'on peut estimer qu'il y a vraiment des opérations qui font songer à une guerre et non plus à de simples opérations de maintien de l'ordre ? Assez vite, à mon sens, raisonnablement, dès 1955, la question commence l'année suivante, la question commence à se poser très sérieusement. D'autant que, comme vous l'avez bien dit, il y a la dimension militaire, mais il y a aussi la dimension politique et diplomatique. Alors, on a parlé de l'importance du processus de décolonisation, c'est absolument fondamental, sans oublier d'ailleurs que les Britanniques, de leur côté, sont engagés évidemment dans la même chose, mais il ne faut pas négliger non plus, autre élément du contexte international, l'importance de la conférence de Bandung, qui va être marquée par l'émergence de ce qu'on va appeler le tiers-monde. Les non-alignés, on disait à l'époque. Les non-alignés, voilà, absolument, où on retrouve Nasser, on retrouve Nehru, etc. Et le FLN, à défaut d'avoir au fond une puissance militaire, il n'en a pas véritablement, il n'a pas de puissance militaire, mais en revanche, il va remarquablement jouer de cette possibilité d'internationaliser le conflit, avec des buts de guerre de son côté très simples, très nets, l'indépendance, tandis que du côté du gouvernement français, des autorités françaises, quand on cherche les buts de guerre, évidemment, ils sont différents, c'est quelque chose de très défensif, et en même temps, on refuse évidemment cette internationalisation, car on craint le pire, et à raison. On a beaucoup parlé de la Première Guerre mondiale cette année 2014, c'est normal, c'est le centenaire. On a beaucoup parlé à l'été de la Seconde Guerre mondiale, c'était les 70 ans du débarquement. On parle beaucoup moins des 60 ans de ces débuts de la guerre d'Algérie, et pourtant il y a beaucoup de personnes qui ont vécu cette guerre d'Algérie. À l'époque où je les interviewais, moi, dans le cadre du ministère de la Défense, je me rappelle qu'ils me disaient tous, c'était devenu une sorte de rengaine. Militairement, on avait gagné, c'était terminé. La guerre d'Algérie a été gagnée militairement, me disait-il. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça, Olivier Dard ? Alors, il faut savoir de quelle période on parle, mais effectivement... C'est années 57, là, le plan Châle, on va dire. Oui, alors il y a effectivement, militairement, si vous voulez, la France est plutôt bien placée. Au départ, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye de couper
Le FLN, évidemment, d'appui extérieur éventuel, c'est toute la construction de la ligne Maurice. Et puis, après, effectivement, 1958, on prolonge d'ailleurs cette politique à travers ce qu'on a appelé le plan Chasles, c'est-à-dire le quadrillage du pays. Alors, effectivement, militairement, la question paraît réglée à un certain nombre d'égards, à ceci près qu'il ne faut pas négliger deux choses. Un, la mobilisation militaire que cette politique nécessite. Et effectivement, après l'envoi du contingent en Algérie, ce sont plusieurs centaines de milliers de combattants qui sont présents, premièrement. Deuxième élément... Avec un impact considérable sur la population et l'opinion française de France, cette fois. Absolument. Parce que là, pour le coup, lorsque les premiers morts, effectivement, là je parle des appelés en Algérie, vont arriver en métropole, enfin les nouvelles vont être connues en métropole, ça va compliquer les choses. Et deuxièmement, se pose aussi la question des méthodes. Évidemment, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, et le dossier du Figaro Histoire n'en fait évidemment pas l'impasse. Les méthodes utilisées par l'armée française dans un certain nombre de circonstances, n'oublions pas le poids du terrorisme dans cette guerre, c'est tout le débat sur la torture et le débat de l'opinion publique ou dans l'opinion publique qui va considérablement gêner l'armée. Paradoxe, Michel de Gégère, en fait, puisque sur place, militairement, les choses vont en faveur de la France, et à Paris, en revanche, politiquement, c'est totalement délétère, cette affaire pour la 4e République. Alors, vous demandiez tout à l'heure quand était le tournant. Je pense qu'on peut peut-être situer le tournant à fin août 1955 avec les massacres de Philippeville et d'Enalia, qui là sont vraiment d'une même ampleur finalement que Sétif en 1945, 123 civils qui sont assassinés, mutilés, certains éventrés, des femmes violées, des corps dépecés, et donc une répression qui est à la hauteur de l'horreur que suscitent les faits, qui fait, on dit, environ 1200 victimes. Et là, je crois qu'on est au cœur de ce malaise de la guerre d'Algérie, c'est que on est typiquement dans l'engrenage provocation-répression, et on est dans le moment où les victoires militaires ne signifie pas grand-chose si on perd en même temps politiquement sur le terrain politique. Et là, dans la mesure où la victoire militaire n'est payée qu'au prix d'images qui montrent des villages qui brûlent, de témoignages sur des tortures lors d'interrogatoires, etc., eh bien c'est une victoire militaire qui est gâchée. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'au moment où le régime semble s'en être à peu près sorti, eh bien, a lieu la fameuse crise du 13 mai. C'est cette espèce de renversement du régime, en quelque sorte, par l'Algérie. Vous ne faites pas du tout l'impasse sur cet aspect, même s'il est un peu connexe, mais pour l'histoire de France, il est fondamental. C'est l'arrivée le retour au pouvoir du général de Gaulle, disons les choses. Je crois que sur l'issue de la guerre d'Algérie, le rôle personnel, il est rare que dans un conflit, une personne ait joué un tel rôle. Et là, on est quand même devant un phénomène extraordinaire, puisque le général de Gaulle est amené au pouvoir par les partisans de l'Algérie française qui sont inquiets de l'idée que la 4e République n'ait pas assez de fermeté, pas assez de stabilité, pas assez de solidité pour régler le dossier algérien et maintenir l'Algérie dans la France. Et il va être l'artisan de la défaite. Voilà ce qu'on pouvait entendre le soir du 13 mai 1958 sur l'antenne de ce qu'on appelait à l'époque Europe numéro 1. Je viens de recevoir des nouvelles d'Alger, et à Alger, un comité de salut public, civil et militaire a été constitué. Merci Louis Rolandais. Nous retournons maintenant boulevard Haussmann. Une nouvelle urgente. Alors attention, à vous les studios de la rue François 1er. Louis Rolandais vous a annoncé tout à l'heure, dans une information donnée à une heure inhabituelle, qu'un comité de salut public, civil et militaire venait d'être constitué à Alger. À l'instant, Charles Finaltieri nous téléphone d'Alger pour nous dire que le général Massu venait de faire une déclaration. L'armée est de cœur avec vous. Nous vous l'avons déjà montré tout à l'heure en nous rendant au monument aux morts. Vous ne servirez la cause de l'Algérie française que dans le calme et la discipline. Nous sommes d'accord avec vos dirigeants pour rester ici avec vous dans le calme en attendant la réponse de Paris. Le comité de salut public est actuellement avec nous. Ils ne quitteront les lieux que lorsque le Conseil de salut public sera formé à Paris. Je tiens à vous dire ceci, vu l'importance des événements qui se déroulent à Alger, aussi l'importance du débat qui se déroule actuellement à l'Assemblée nationale, nous vous tiendrons au courant de toutes ces informations tout au long de la soirée, jusqu'à 1h comme d'habitude, et s'il le fallait, nous prolongerions l'antenne, c'est-à-dire jusqu'à 3h ou 4h du matin, selon l'importance des informations. Charles Finaltieri au micro d'Europe 1, et on a reconnu les voix de Maurice Siegel, de Pierre Bellemare, bien entendu. On peut dire que là, en mai 1958, la France entière a compris tout l'enjeu de la question. Franck Ferrand,
14h. Europe 1 avec un extrait de Yavé Fanny qui chantait. Nous sommes au cœur de l'histoire de la guerre d'Algérie cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités. Michel de Gégère, directeur de la rédaction du Figaro Histoire, dont le numéro 17 actuellement en kiosque parle de la guerre d'Algérie, et Olivier Dard, professeur d'histoire contemporaine Paris-Sorbonne, auteur notamment de Voyage au cœur de l'OAS aux éditions Tempus. Olivier Dard, cette chanson d'Hugo Frey nous rappelle le traumatisme que ça a été pour une génération entière, qui en parle encore beaucoup aujourd'hui. Il y a des réunions d'anciens combattants. Cette espèce de traumatisme de l'Algérie est encore vif aujourd'hui. Absolument. Absolument, d'autant que c'est une guerre qui a laissé un malaise profond, parce que c'est au fond une forme de défaite, y compris pour ceux qui étaient convaincus du caractère, disons, inéluctable de l'indépendance de l'Algérie. Mais oui, je crois que c'est important. L'opinion publique se partage à peu près dans quelle proportion à l'époque, entre ceux qui croient à l'Algérie française et ceux qui pensent que l'Algérie va devenir indépendante ? Disons qu'il est difficile évidemment d'être très précis, mais quand on regarde un petit peu de près les sondages de l'époque, car on a des sondages assez précis, on constate que, disons, à partir de 1956-1957, l'opinion progressivement bascule, mais elle va surtout, soyons clairs, basculer en 59-60, en suivant, vous parliez de l'importance du général de Gaulle, en suivant la politique qui est celle que préconise le général de Gaulle. Il faut savoir que, on parlait tout à l'heure des polémiques sur la torture et la remise en cause de l'armée, etc. Mais il y a d'autres façons de dénoncer aussi la présence de la France en Algérie, c'est de souligner que cette affaire nous coûte beaucoup trop cher, et c'est toutes les thématiques de journalistes comme Raymond Cartier, ou encore d'un essayiste bien connu à l'époque, on parlait du Figaro, qui est Raymond Aron, auteur de la tragédie algérienne en 1957. Alors les messages de nos auditeurs sont vraiment très nombreux, il y en a de toutes sortes, mais je cite notamment Jean qui nous dit « Je suis arrivé en Algérie le 23 décembre 1960, inoubliable Noël dans les Aurès à Kenchela ». Et puis Anne-Marie qui nous dit « Quand les cercueils rentraient en France, quand les trains étaient pleins de militaires, on se sentait en guerre, croyez-moi, j'avais 16 ans, nous dit Anne-Marie. » Alors, on avait commencé à parler du général de Gaulle, Michel de Gégère. Je me rappelle que l'un des aides de camp du général de Gaulle me disait qu'ayant accompagné le général lors de sa tournée en Algérie en janvier 1959, il l'avait entendu lui dire personnellement, bien sûr que l'Algérie sera indépendante. On est donc là en janvier 59. Et vous pouvez donc poser la question. C'est un article de Henri-Christian Giraud dans ce numéro du Figaro Histoire qui s'appelle « Quand de Gaulle avance masqué ». Face à la question de l'indépendance de l'Algérie, de Gaulle a-t-il changé d'avis ou délibérément choisi de tromper ses propres partisans, demandez-vous? Alors ce qui est compliqué, c'est que les témoignages sur ses propos privés et ses propos publics divergent. Et les témoignages sur les propos privés ne sont pas contrôlables. Non, ça par définition. Problème de la mémoire, hein, ça voilà. c'est... Ce qui est indiscutable, c'est que comment est-ce que le général de Gaulle revient au pouvoir? Il revient au pouvoir à l'occasion du coup du 13 mai. L'événement décisif finalement, c'est le 15 mai, lorsque à la tête de ce comité de salut public qui veut garder l'Algérie dans la France, le général Salan, au balcon du gouvernement général, travaillé par des groupes gaullistes qui ont été envoyés là par Chaban, à la tête desquels il y a un personnage qui s'appelle Léon Delbecq. Delbecq, oui, voilà. Qui a joué un rôle essentiel. Le général Salan est au balcon, il dit à la foule qui rassemble des pieds noirs et des musulmans sous des drapeaux français pour dans une grande fraternisation autour d'une idée d'une nouvelle Algérie française. Et Salan leur dit: ce qui a été fait ici montrera à la France votre détermination à rester français. Mes amis, je crie vive la France, vive l'Algérie française. Et à ce moment-là, Delbecq vient derrière lui et lui dit: criez vive le général de Gaulle. Et donc Salan, dans l'enthousiasme, crie vive le général de Gaulle. Et le soir même, à 18h, le général de Gaulle, qui est à Colombey des Aiguilles, déclare qu'il est prêt, qu'il se tient prêt pour assumer les pouvoirs de la République. C'est donc une réponse très claire, c'est-à-dire que le général de Gaulle répond que à cette espérance que lui puisse garder l'Algérie dans la France, eh bien, il répond présent. Et d'ailleurs, lors de son premier voyage, on va être obligé d'aller un peu vite. En juin 58, bon, il y a le fameux « je vous ai compris ». Voilà. Il dit que la route que vous avez ouverte, il dit à ses partisans de l'Algérie française que la route qu'il
qu'ils ont ouverte, eh bien, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Il en prend acte et à Mosté Agadem, il dit l'Algérie est une terre française organiquement aujourd'hui et pour toujours. Vive l'Algérie française. Et là-dessus, il lance le plan de Constantine, qui est un plan très ambitieux, eh bien, de développement économique de l'Algérie, la scolarisation des enfants, la construction de logements, la création d'emplois industriels. Et puis il lance le plan Chal, qui est pour la prolongation du plan Salan, qui pulvérise sur le terrain les Katibas, notamment avec l'aide de harkis qui sont à ce moment-là massivement engagés dans l'armée française. Il faut savoir qu'en 1958, il y a 30 000 harkis et en 1961, il y en aura 250 000. Donc c'est sous la direction morale du général de Gaulle que les musulmans se sont engagés en grande masse dans l'armée française. Alors les propos privés qu'il tenait au même moment ont quelque chose tout de même d'un petit peu scandaleux. Et parmi les propos privés, il y a un témoignage qui m'a beaucoup frappé, qui est celui d'un chef de SAS, le commandant Oudinot. Les SAS, c'était des sections administratives spéciales qui étaient surtout chargées de l'alphabétisation, de construire des dispensaires, de tout le rôle civilisateur de l'armée. Et De Gaulle, en octobre 58, lors d'une toute première tournée des Popotes, réunit autour de lui à Alger des lieutenants, et il a à sa droite ce commandant Oudinot, qui est jeune capitaine à ce moment-là, et Oudinot lui dit: mon général, s'il arrivait que votre politique vous oblige un jour à abandonner l'Algérie, que ferions-nous de ces musulmans que nous engageons aujourd'hui dans l'armée française? Et De Gaulle raconte Oudinot, lui prend le bras et lui dit: Oudinot, a-t-on jamais vu De Gaulle abandonner quelqu'un ou quelque chose? Et donc, ces militaires, ces soldats vont engager leurs paroles, vont dire aux musulmans: avec De Gaulle, on est sûr de tenir, engagez-vous en masse dans l'armée française. Et ce sont ces gens-là qu'en 1962, au terme des accords d'Évian, on va abandonner, qui vont être massacrés par dizaines de milliers. Alors les estimations divergent. Je crois qu'un chiffre moyen sur lequel s'accordent plus ou moins les historiens, c'est entre 60 000 et 80 000 harkis qui seront tués après des accords qui étaient censés rétablir la paix et dans lesquels la France n'a pris aucune garantie pour sauver ses auxiliaires. Alors, en 2012, pour le 50e anniversaire des accords d'Évian, nous avons beaucoup parlé des pieds noirs, de tous les rapatriés, de cet énorme mouvement de population et de tous les traumatismes que ça a pu créer. On a peu et peut-être pas assez parlé des harkis, et ils ont été parmi les victimes de ce conflit, il faut le dire, Olivier Dard. Oui, absolument, mais j'ai envie de vous dire, on en a parlé. Je parle de nous, là, de l'émission. D'accord. Dans cette émission, je veux dire. On en a parlé aussi, et d'ailleurs dans des lieux éditoriaux qui jusqu'alors ne s'y étaient guère aventurés. Je pense en particulier à un numéro qui avait fait la revue Les Temps Modernes sur les harkis. C'était tout à fait original. Quel est le bilan en termes de victimes de ce conflit? Il est extrêmement difficile à faire. Le FLN, après l'indépendance de l'Algérie, a beaucoup gonflé les chiffres, il faut dire quand même. Oui, non, et effectivement, le chiffre officiel est côté FLN est de 1 500 000 morts. Aucun historien ne le valide. Bon, si on regarde les chiffres, effectivement, si je reprends les chiffres de Charles-Robert Rageron, on tourne à peu près à 250 000 personnes. Bon, le problème, si vous voulez, dans cette affaire, il est le numéro détaille les statistiques de ces morts, mais je crois qu'il y a à prendre en compte à la fois bien sûr les victimes de lutte militaire, mais aussi, il faut en parler, le problème des victimes du terrorisme et le problème aussi des disparus. Il faudrait en parler, ce sera peut-être l'objet d'une autre émission. On peut penser que la guerre d'Algérie s'est inscrite dans le mouvement irrépressible de l'émancipation des peuples du tiers-monde, que la France n'a fait en quittant ses anciens territoires que consentir à l'inévitable, écrit Michel de Gégère dans son éditorial. Ce n'est pas une raison pour refuser de scruter les circonstances qui ont fait de la tragédie algérienne un de ces drames qui continuent longtemps après leur conclusion à développer leurs conséquences comme la braise sous les cendres d'un feu mal éteint. Merci beaucoup à tous les deux. Algérie, la guerre sans nom, c'est le grand dossier du Figaro Histoire daté de décembre et janvier. Dans un court instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Bertrand sur l'origine de l'expression langue de bois. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cette
Cet après-midi, Franck Ferrand a la question de Bertrand. Il nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission et souhaite connaître l'origine de l'expression langue de bois. C'est une expression qui nous vient de Russie, figurez-vous. C'est l'époque où on se moquait, vous savez, de l'extraordinaire pesanteur de la bureaucratie du régime des tsars. On parlait à l'époque de langue de chêne. Et puis, à l'époque bolchevique puis soviétique, on continue à utiliser l'expression qui va devenir progressivement la langue de bois. C'est d'ailleurs un jeu de mots assez complexe qui fait entrer un certain nombre de locutions en jeu. Peu importe, toujours est-il qu'on va dans tout le bloc de l'Est répandre peu à peu cette expression et que c'est Lech Walesa, le patron du syndicat Solidarité, qui va la populariser à l'Ouest au tout début des années 1980. Elle entre dans le vocabulaire français pour désigner la langue un peu trop formatée de certains de nos politiques au milieu des années 1980.